Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h43, bienvenue dans le petit déjeuner politique. Barbara Pompili est avec nous, députée La République En Marche de la Somme et présidente de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. L'enquête sur l'incendie Lubrizol à Rouen. Tout d'abord, est-ce que les autorités jouent vraiment la transparence? Édouard Philippe l'a promis encore hier soir. Ah oui, moi là-dessus, j'ai pas de doute. Et d'après les éléments que je peux avoir de mon côté, ils donnent les informations qu'ils ont. Après, est-ce que sur la manière dont ça a été géré, il faudrait retravailler ? Je pense que oui. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un vrai besoin de la part des populations de savoir ce qui se passait. Donc, ils donnent les infos qui arrivent au fur et à mesure. Malheureusement, il y a des analyses, ça prend quelques jours, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais peut-être que du coup, les autorités sont allées aussi trop vite, alors que pour dire qu'il n'y avait pas de danger, alors que les résultats, comme vous le dites, ne sont pas définitifs. On ne sait pas. Et puis alors, il y a différentes mesures en même temps. On est un petit peu perdu. Et quand on est population locale, on comprend. Hein. C'est ça. Et quand on se prend une pluie noire, je crois que ça doit impressionner. Et puis ça pose question. Moi, je suis élue de la Somme, donc chez nous aussi, il y a eu un nuage qui est passé. Et 4 jours après, on nous dit quand même, faites attention et ne mangez pas ce qui est issu des fermes dans telle commune, en sachant que la commune juste à côté, oui. Enfin, c'est vrai que ça pose des questions. Et donc nous, on doit réfléchir à la manière dont on gère ce genre de crise et que ce soit en amont, mais aussi après. Sur les mesures immédiates, ça a été fait. Les gens ont été confinés. Enfin, le boulot a été fait, il n'y a pas de sujet. Après, on sent qu'il y a peut-être un manque sur la gestion à plus long terme, sur les pollutions diffuses, etc. Oui, qu'est-ce que vous savez justement des enquêtes, des analyses, vous, en tant que président de la commission du développement durable, est-ce qu'on vous transmet en fait certaines informations ? J'ai les mêmes que tout le monde. C'est-à-dire, comme ils ne cachent rien, comme ils ne cachent rien, les informations que j'ai sont les mêmes que tout le monde. Après, on a besoin, nous, d'approfondir un peu, nous, les députés, le processus et essayer de mieux comprendre comment tout ça a fonctionné ou dysfonctionné. Donc, moi, j'organise dans ma commission, mercredi, une audition de la ministre Elisabeth Borne, où tous les députés pourront venir pour l'interroger sur tout ça. Oui, il faut qu'il y ait un grand débat à l'Assemblée nationale également, en tout cas qu'il y ait de grandes questions, quoi. Oui, on sent que les parlementaires, et c'est bien normal, veulent jouer leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Et on est en train de regarder par quels moyens le faire, mais oui, on le fera évidemment. Il va y avoir une commission d'enquête parlementaire. Certains ça peut députés être un moyen. réclament. Il y a des députés qui demandent une commission d'enquête parlementaire. Il y en a d'autres, une mission d'information. Enfin, le support, on verra bien. Mais en tout cas, il y aura quelque chose, oui. Oui, qui devrait se faire dans les jours qui viennent. Oui. Pourquoi Corinne Lepage réclame, elle aussi, de nouvelles analyses ? Alors, elle est peut-être dans son rôle parce qu'elle travaille en fait pour des associations, l'association Respire, alors qu'il y a déjà des analyses qui sont en cours. Oui, alors là c'est pareil, on voit qu'on est dans un changement de société en fait. Aujourd'hui, les citoyens, les associations et les élus veulent être associés aux décisions et ils veulent être associés quand il y a ce genre de choses qui passent. Et c'est pas dans notre culture, on n'avait pas fait ça avant. Et donc sur les risques technologiques, on est en retard sur l'association des populations et c'est aussi ça qu'il va falloir qu'on se pose comme question. Comment on fait dans la gestion de crise pour que tout le monde soit associé ? Pourquoi pas effectivement des analyses menées par des associations indépendantes ou par d'autres organismes publics pour que tout le monde ait le sentiment d'être partie prenante. Oui, les élus Europe Écologie Les Verts, votre ancien parti, de la ville et des associations parlent de cancer Lubrizol. Est-ce que c'est un Tchernobyl français comme le disent aussi certains ? Oui, alors, c'est exagéré ou pas ça ? Évidemment, on peut pas comparer un accident nucléaire et un accident technologique sur l'impact immédiat et l'impact des années après. Tchernobyl, ça a fait des milliers de morts et sur le moment et après et aujourd'hui encore, des décennies plus tard, il y a des conséquences. Par contre, oui, il y a des risques de pollution diffuse qu'on a du mal à évaluer. Et c'est ça, je crois, notre problème, c'est que pour moi, il faut qu'on regarde les outils qu'on a pour regarder tout ça simultanément. La pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, les impacts sur nos produits agricoles. Aujourd'hui, on a une question sur la méthodologie, clairement. Est-ce qu'elle est perfectible ? Je crois que oui. Et au moins que ce genre de choses nous servent de leçon et puis qu'on sache assez vite aussi la composition des suies pour savoir ce qu'on va faire après. Oui, c'est ça. Et puis les interrogations aussi toujours sur l'origine de l'incendie. Ce n'est pas très clair. Visiblement, ça viendrait de l'usine qui est à côté
fait? Est-ce que c'est criminel ou pas, accidentel? Même chose, pas d'information? On en a aucune idée. Là, pour le coup, il faut vraiment une enquête sur place. Et c'est pareil, une enquête sur place, il faut que les enquêteurs puissent être sur le terrain, puissent rentrer partout, il y a aussi des problèmes de sécurité. Donc, il faut qu'ils puissent faire leur enquête. Et une enquête, encore une fois, on a du mal aujourd'hui à accepter l'idée qu'il faut un tout petit peu de temps pour savoir ce qui se passe. On peut pas savoir d'un claquement de doigts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment des réseaux sociaux, etc., où il faut tout savoir tout de suite, ça aussi, cette frustration, ça engendre des rumeurs. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut revoir l'implantation des usines qui sont classées Seveso dans les villes? Oui, alors là, c'est une vraie question. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des PPRT, des plans de prévention des risques technologiques, qui normalement sont supposés faire en sorte qu'il n'y ait pas ou peu d'habitation autour des usines Seveso. On voit que c'est pas le cas et on voit que quelque part ça a été un peu négligé. De toute façon, on a un sujet de culture du risque dans notre pays. Et moi, je l'avais vu quand j'avais fait mon enquête sur le nucléaire. Finalement, on sait qu'il y a des usines qui sont susceptibles de créer des dangers. Mais finalement, on se dit, tant pis. Enfin, en gros, on n'y pense pas. Et je crois que c'est pas du tout pareil dans d'autres pays comme le Japon, par exemple, où chacun sait ce qu'il doit faire quand il y a le moindre problème. Ouais. Donc, parce que ça arrive moins souvent chez nous. Et heureusement, on ne sait pas réagir. Ça veut dire qu'il y a davantage quand même de contrôle, alors peut-être. Enfin, ou davantage. Ou en tout cas, qu'il y a beaucoup de contrôle. C'est plutôt efficace, notre système. Il y a des contrôles. Maintenant, est-ce qu'on a suffisamment de moyens sur les contrôles? Pour moi, ça doit faire partie de l'enquête parlementaire. Mais voilà, c'est ça. Il doit y avoir un débat sur l'implantation des usines Seveso. Je vois que un peu partout là dans la presse, beaucoup d'élus s'interrogent puisqu'ils ont des usines chez eux. Est-ce qu'elles doivent rester ou pas? Et où s'implanter après? Oui, non, c'est une vraie question. Et pour moi, une enquête parlementaire, une enquête, quelle que soit la forme, ça dure à peu près 6 mois. Ça permet de faire descendre un peu les émotions et de regarder les choses. Moi, j'avais fait une enquête sur le risque nucléaire et sur lequel on se posait déjà ce genre de questions. Les risques industriels, on ne peut plus négliger cette question de la prévention du risque, de la question de l'aménagement du territoire autour, et puis la question de la gestion à court, là tout de suite, et puis à long terme sur les pollutions diffuses. Oui, parce que si on déménage effectivement ces usines à la campagne, les gens qui sont à la campagne vont se dire oui, on déporte chez nous le risque, quoi. C'est pas. Oui. Après, quand on identifie quels sont les produits qui sont sur le site, on sait quels sont les risques. Mais il faut le faire pour chaque usine. Chaque usine est différente, et donc sur chaque usine, on peut savoir quel est le périmètre de sécurité et quel est le risque pour les personnes environnantes. Autre usine à risque, vous l'avez évoqué, c'est le nucléaire. Là, cette fois-ci, c'est sûr, pour Fessenheim, il va y avoir la fermeture. J'imagine que vous êtes satisfaite vous-même, mais que finalement, ça va prendre beaucoup plus de temps pour fermer tout le plan qui avait été prévu, non ? Oui, parce que sur ce sujet-là, ça a toujours été très difficile, parce que le fait de fermer Fessenheim, c'était devenu un symbole. Et on sent bien un symbole sur un tabou, on n'avance pas, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de donner des perspectives aux gens qui travaillent là-bas, qui vivent là-bas, parce que moi, c'est ça que je veux faire sur le nucléaire. Sur le nucléaire, on sait qu'on va fermer un certain nombre de réacteurs et aussi un certain nombre de centrales. Travaillons en amont pour que les territoires se préparent, pour qu'ils puissent réavoir un projet de développement économique et un projet industriel, et qu'on laisse pas les gens foncer dans le mur et après attendre et puis dire oh mon Dieu, c'est triste. Donc sur Fessenheim, on avance, il y a des vrais projets de réindustrialisation, et puis enfin les gens vont savoir où ils vont, parce que mettez-vous à la place des gens qui sont là-bas, à qui on dit ça va fermer, ça va plus fermer, ça va refermer, ça va plus fermer, et qui ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Donc là, à un moment, on donne des dates et on peut enfin avancer. Oui, où en est-on exactement aussi de l'EPR de Flamanville, ce chantier? Alors, Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table, en fait, là, ce week-end, furieux de dérives inacceptables dans les chantiers. Quelles sont ces dérives, vous qui connaissez parfaitement le dossier? Oui, les dérives sont dues pour l'essentiel au fait qu'il y a une perte de compétences d'EDF sur tous ces sujets-là. Donc il y a un recours énorme à la sous-traitance qui n'est pas un problème en soi, sauf quand c'est trop. Et quand du coup on perd le lien entre la personne qui donne l'ordre et la personne qui le reçoit, et où du coup des messages notamment sur les normes ne passent plus. Donc on a eu beaucoup de négligence de ce point de vue-là, et qu'on paye très cher aujourd'hui. Donc moi je suis très heureuse que Bruno Le Maire s'empare enfin du sujet. Moi j'ai fait une commission d'enquête
enquête sur le sujet, ça fait 1 an et demi que c'est sorti et qu'on a pointé tous ces problèmes les uns après les autres, qui non seulement posent des problèmes financiers, c'est-à-dire que ça va nous coûter extrêmement cher, mais en plus posent des problèmes en termes de sûreté. Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes sur les générateurs de vapeur ou sur des soudures? C'est parce que là on parle du nucléaire et on parle de soudures qui ne sont pas aux normes, alors que c'est des soudures qui normalement devraient être... Donc c'est pas, je veux dire, une soudure qui pète dans une usine à chocolat, on s'en fiche. Et encore. Mais et encore. Mais dans une usine, dans un site de production nucléaire, tout ça, hein, quand même, non? C'est de la part d'EDF qui est responsable en fait de tout ça, de ce laxisme. Là, les soudures en tant que telles, ce n'était pas EDF, mais EDF est donneur d'ordre. C'est lui qui choisit ses prestataires, c'est lui qui est supposé contrôler, et c'est lui qui nous dit toujours non mais tout va bien, on va pouvoir le faire à des coûts pas trop chers. On explose les coûts et on a des problèmes de sûreté. Moi, je soulève ces problèmes depuis longtemps, mais comme j'ai une opinion sur le nucléaire, on ne m'écoute pas. Moi, je vous le dis, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, la question de la sûreté, c'est essentiel. Donc, il faut qu'on regarde les choses en face sans mettre la poussière sous le tapis. Oui, Barbara Pompili, pourquoi vous dénoncez aussi toujours les lobbies dans le nucléaire? Ah, mais parce que alors c'est pas que dans le nucléaire, non, les lobbies. Non, mais notamment parce qu'on évoque ce dossier. Mais pour le coup, ce qu'on appelle le lobby nucléaire, c'est-à-dire en fait toute une industrie est très bien implantée au cœur de l'État et au cœur des administrations. Et aujourd'hui, franchement, c'est un peu qui font la politique énergétique de notre pays. Quand on voit la programmation pluriannuelle de l'énergie, on sait que ça a été fait. En tout cas, pour servir les intérêts d'EDF, mais je suis même pas sûre que ça serve les intérêts d'EDF, parce que EDF est une grande entreprise française, elle a besoin de se diversifier, et notamment de se diversifier sur les énergies d'avenir. Le fait qu'elle soit très 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 impliquée dans le nucléaire et qu'elle ait du mal à un peu passer la main sur la question du nucléaire fait qu'elle se met en retard par rapport à tous les autres producteurs d'énergie sur les énergies d'avenir. Et je crois que c'est un risque pour EDF. Donc même quand on aime EDF, il faudrait leur dire qu'ils arrêtent de s'accrocher uniquement sur le nucléaire. Et pourtant, les secteurs de l'énergie en France intéressent beaucoup les investisseurs étrangers. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire et que ça marche. Mais évidemment, ce sont d'énormes marchés. Ça c'est dangereux. Bien sûr. Alors EDF se diversifie un peu, mais on sent bien que c'est un peu et que le nucléaire reste le cœur du réacteur. Excusez-moi. Il faut garder la souveraineté en matière énergétique en France. Ah oui, mais la souveraineté en matière énergétique, c'est les renouvelables. Parce que le nucléaire, essayez de faire de l'uranium, de trouver de l'uranium en France, vous n'en trouverez pas. Oui. Barbara Pompili, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Moi, je vais revenir sur le discours d'Éric Zemmour à l'occasion de la Convention des droites. François Hollande pointe la responsabilité des médias dans la montée en puissance d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il fallait, boycotter ou ne pas diffuser, en tout cas, ou ne pas diffuser l'événement à la télévision? Alors là, moi, je vais pas dire aux médias ce qu'ils ont à faire, hein. Chacun a son boulot. Mais ce que je trouve gênant, mais d'une manière générale dans les médias, c'est que finalement, toute parole vaut une autre. Et donc des paroles qui posent des problèmes clairs pour le coup là de racisme ou d'antisémitisme en général ou homophobe, etc. Finalement se retrouvent à avoir droit de citer de la même manière que des paroles qui sont beaucoup plus argumentées, etc. Donc j'ai l'impression que toute parole se vaut aujourd'hui dans le monde médiatique et c'est un appauvrissement du débat et du coup ça met en lumière des gens qui ont de la tchatche comme ce genre de personnes. Merci Barbara Pompili, députée de La République En Marche de la Somme et présidente de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, ça continue jusqu'à 10h, il est 7h57. Le Grand Matin Sud Radio. Et un cochon de lait à la broche.